Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Hamidine Kane, docteur en économie, et notre éditorialiste Daoud Attal sont toujours avec nous. On continue de débattre de l'actualité avec le Nigeria, où plus de 2000 terroristes présumés comparaissent depuis ce lundi devant la justice. Ces procès de masse posent la question des conditions dans lesquelles ils se déroulent. Et certains se montrent déjà assez sceptiques quant à la transparence de ces audiences qui ont lieu à huis clos. Voyez ce sujet préparé par Sharon Kamara. C'est une grande première au Nigeria. La justice nationale a ouvert ce lundi 9 octobre 2017 le procès de plus de 2000 prisonniers soupçonnés d'appartenir au groupe terroriste Boko Haram qui sévit au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad. Ces procès de masse, inédits dans le pays, auront lieu à huis clos au sein des centres de détention. Les conditions dans lesquelles se déroule donc ce procès qui est très attendu, il faut le dire, ainsi soulève donc le plus grand scepticisme sur la transparence du système judiciaire nigérian. Est-ce que les juges nigérians pourront relever le défi? Depuis le début des insurrections du groupe islamiste Boko Haram en 2009, plus de 20 000 victimes et plus de 2,6 millions de déplacés ont été comptabilisés dans le nord-est du Nigeria. Et pourtant, seulement 13 personnes ont été jugées et 9 condamnées pour leur lien avec le groupe islamiste en 8 ans de conflit. Franchement, cette décision du gouvernement nigérian est salutaire pour que justice soit faite. Il faut que les innocents soient libérés et que ceux qui sont fautifs soient franchement ou répondent à leur forfaiture. Donc je dirais que le président Mohamedou Buhari a bien fait donc d'intenter cette procédure, et surtout que lui-même, depuis qu'il a été élu en 2015, avait promis d'enquêter sur les accusations de violation des droits de l'homme. La transparence du processus soulève également des inquiétudes suite à l'interdiction faite aux médias d'assister aux audiences. Le gouvernement a néanmoins affirmé que des observateurs internationaux seront présents au procès. Hamidine Kane, ces procès, c'est une grande première pour la justice nigériane depuis le début de l'insurrection en 2009. La question, c'est est-ce que la justice nigériane est prête à juger ces quelques 2000 personnes dans la plus stricte légalité? Bon, légalité, je ne sais pas, parce que réellement au Nigeria, comme vous le savez, l'armée est indexée. L'armée nigériane est indexée par sa brutalité et par ses coups tordus. C'est vrai que le groupe Boko Haram commet pas mal d'attentats, des attentats aussi transfrontaliers, que ce soit au Cameroun, au Niger, au Tchad, mais le gros de l'effectif de Boko Haram se trouve au Nigeria. Effectivement, dans le nord du Nigeria, les groupes sévissent et puis font des massacres de civils surtout. Le gouvernement nigérien va procéder à ce semblant justement de procès, mais les organisations internationales, surtout comme Human Rights Watch ou bien par exemple les organisations américaines ou bien ici européennes, disent qu'effectivement il n'y a pas de clarté dans ce que font les juristes nigérians. Dans ces 2000 ou 2300 détenus, on pense savoir qu'il y a 200 qui seront libérés. 200 seront libérés. Tout le reste sont condamnés soit à perpétuité et d'autres seront exécutés. Donc il faudra se poser la question. D'ailleurs, je crois que tous ne sont pas admis à participer à ce procès. Seules les ambassades américaines et britanniques sont autorisées. Mais alors, justement, pourquoi les ambassades américaines parce qu'ils ont un droit de regard, il ne faudra pas le sous-estimer. Les Américains et les Britanniques ont un droit de regard. Déjà, ils ont un deal entre eux parce que le renseignement militaire nigérian n'est pas efficace. Donc le renseignement vient des États-Unis et vient de la Grande-Bretagne. Le renseignement militaire, par leurs avions et puis par d'autres moyens techniques et technologiques qu'ils ont à leur disposition.
Et en contrepartie, ils mettent la pression sur le gouvernement nigérian pour leur dire qu'il faut qu'on participe pour quand même donner un semblant de légalité. Parce que les organisations internationales des droits de l'homme aussi sont là. Et les médias sont interdits. Hein. Ah oui, oui, c'est interdit. Ils ne seront pas présents. Donc seules les 2 ambassades pour l'heure seront présentes. Et puis ça va donner presque un semblant de procès équitable. Mais il n'en demeure pas moins que le groupe sera jugé aussi par ces faits. Il faudra quand même revenir un peu en arrière pour parler de ça. Pourquoi? Parce que quand on prend dans la globalité l'affaire de Boko Haram, il faut savoir que le nord du Nigeria n'est pas développé du tout. C'est un désert. Hein. Ça n'a pas, le développement n'y est pas. C'est maintenant avec l'arrivée de Mohamed Bouhari que le développement commence. Mais ça a été délaissé. Le développement se fait à partir de Lagos vers le sud. C'est cela qui a favorisé le foisonnement de... Absolument, c'est l'une des causes principales. Parce que, par exemple, quand on prend le delta du Niger, ou bien quand on prend la région du Borno, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, alors qu'il y a 50% de musulmans, 50% de chrétiens. C'est un État multiconfessionnel. Le Boko Haram voulait faire un État islamique. Ce n'est pas possible. On sait que ce n'est pas possible. Avec tous les moyens qu'ils peuvent disposer, ce n'est pas possible. Donc il faudra quand même dire aussi qu'il y a un problème de développement qui est sous-jacent et qu'il faudra que le gouvernement fédéral nigérien règle au plus pressé. Daouda. Oui, je crois que, bon, pour reprendre là où il a terminé, effectivement, je crois qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme sans prendre en compte le paramètre développement. Ça, tous les pays africains l'ont compris aujourd'hui, parce que les djihadistes vont recruter plus facilement parce qu'ils vont promettre un certain nombre de choses. Et puis, la déperdition des jeunes est d'autant plus facile quand il y a un sous-développement qui est là, si les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Donc je pense qu'il faut travailler sur ce plan-là. En même temps, ce procès est important. Je crois qu'il faut également juger, il faut que ces personnes-là qui sont impliquées, mais juger il faut leur garantir un procès équitable, ce qui quand même n'est pas bien parti aujourd'hui au Nigeria. D'autant plus que ces personnes ont été détenues, on parle de 2000 personnes pour la plupart détenues dans des camps militaires. Plusieurs années de détention. Depuis plusieurs années, on ne sait pas ce qui s'y est passé. Il y a des cas de torture ou d'exécution sommaire qui sont rapportés. Il y a aussi, bon, il y a ce caractère-là de ce procès, donc ce n'est pas dans des tribunaux normaux. Maintenant, c'est pas des prisonniers de droit commun, bien entendu. Quand on est accusé pour terrorisme, c'est des faits graves qui ne relèvent pas la plupart du temps du droit commun. On peut comprendre cela. Mais il faut que le Nigeria fasse quand même attention à faire en sorte que ces procès soient le plus équitable possible. Parce que ça peut aussi alimenter une certaine haine vis-à-vis des autres terroristes ou même ceux qui seront libérés. On ne sait pas, parce que la prison, c'est pas le meilleur endroit pour se ressaisir. Je pense qu'il faut des projets sociaux à proposer dans le Nord. Maintenant, je crois que Mohamed Bouhari avait fait, dès son élection, quelque chose de très important, c'est remanier, entre guillemets, remanier le commandement militaire. L'une de ses premières mesures fortes, ça a été de dire l'armée est indexée pour ses exactions vis-à-vis de la population, surtout au Nord, ce qui avait favorisé un développement aussi des djihadistes, le développement de une facilité de recrutement. Et donc il avait remplacé les chefs gradés, un certain nombre de généraux au niveau de l'armée. Donc il ne faudrait pas que ces nouveaux hommes qui sont arrivés et qui sont censés discipliner l'armée, mener la lutte contre Boko Haram, il y a eu des résultats, il ne faudrait pas qu'eux, à leur tour, qu'on les accuse à nouveau de mener, de persécuter un certain nombre de personnes, même s'ils appartiennent à Boko Haram. Boko Haram est condamnable, le terrorisme est condamnable, bien entendu, fermement, mais de là à ne pas faire des procès, c'est quand même des êtres humains, malgré tout. Et puis surtout, il faut donner un exemple d'équité dans ces procès, même s'il faut condamner fermement, parce que c'est ça qui va garantir un apaisement au Nord surtout aussi. Vous avez parlé il y a quelques instants du président Mamadou Bouhari. Est-ce qu'avec ces projets, il s'agit d'une véritable démonstration de force par rapport au terrorisme?
Démonstration de force, je ne saurais pas le dire quand même. Démonstration de force, ça dépend parce que c'est un couteau à double tranchant. Parce que si finalement, au cours du procès, on a pu savoir qu'un certain nombre d'atteintes aux droits de l'homme ont été faits sur ces personnes-là, je crois que ça risque de se retourner contre lui-même. Donc démonstration de force à condition d'avoir un procès équitable et que la lumière puisse jaillir au grand jour et que ces condamnés servent d'exemple pour tous les autres qui sont tentés ou qui sont en train de combattre dans les rangs de Boko Haram. Donc il faut faire attention, c'est à double face, mais bon, c'est une bonne chose de juger plutôt que de détenir dans des camps militaires. On ne sait pas ce qui s'y passe véritablement, donc c'est un exemple en soi. On continue de débattre de l'actualité et tout de suite le grand angle. Au Cameroun, le bilan de l'exécution à mi-parcours du budget de l'État 2017 vient d'être rendu public et malgré une conjoncture économique des plus difficiles, les investissements publics sont en augmentation, plus 11% au premier semestre. Les explications dans ce reportage signé Sherif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, les investissements publics ont connu une augmentation de 11% au premier semestre 2017. Selon les statistiques du ministère des Finances, on est passé de 558,9 milliards de francs CFA à la fin juin 2016 à 570 milliards de francs CFA au cours de la même période en 2017. Une progression de près de 12 milliards de francs CFA en valeur absolue. Les projets sont un peu plus matures maintenant parce que pour inscrire un projet dans le budget d'investissement public, on s'assure que les dispositions sont prises. Par exemple, s'il faut construire une école, on s'assure que le site existe. Si c'est un hôpital, on s'assure que le site existe. Alors que par le passé, on passait d'abord, on inscrivait d'abord et on passait les marchés. On se rendait compte très souvent que les sites n'étaient pas libérés et qu'il fallait libérer et ça prenait du temps. Donc, quelques dispositions ont été prises pour permettre à ce qu'on puisse consommer de manière rationnelle le budget d'investissement public. Et aujourd'hui, on voit les résultats. On a eu 11% d'augmentation. Autre raison de cette augmentation des investissements, l'amélioration des décaissements au titre des prêts projets et des emprunts bancaires qui sont notamment destinés au financement des projets du plan d'urgence triennal. Pour les spécialistes, l'augmentation de ces investissements publics contribuera au bien-être des populations, mais son incidence sur la croissance ne sera pas visible de sitôt. Vous savez, quand l'investissement public est fait de manière raisonnable, ou bien si on consomme le budget d'investissement public convenablement, ça permet à ce que les populations puissent avoir les infrastructures dont elles ont besoin, dont elles ont sollicité, pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Ça peut être les hôpitaux, ça peut être des écoles, tout cela est mis en place. Mais il faut noter que sur le plan, n'est-ce pas, de la relance économique, le fait que ce budget soit consommé n'a pas un effet direct, n'est-ce pas, sur la relance économique. Le gouvernement parachève actuellement les projets d'infrastructure de première génération du programme dit des grandes réalisations lancé en 2012. Malgré sa situation économique marquée par la baisse des prix des matières premières à l'international et l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique, le Cameroun augmente progressivement l'enveloppe destinée à ces investissements publics. Hamidine Kane, le Cameroun subit pourtant quand même un certain nombre de pressions. Comment expliquer cette embellie sur les investissements publics? Bon, cette embellie s'explique par les décaissements, comme ils l'ont dit déjà. Et puis, il y a beaucoup d'entrées quand même. Ça veut dire que l'État, quand même, par des procédures légales, commence à faire rentrer quand même beaucoup d'argent par la fiscalité. Effectivement, le Cameroun a, pendant des années, l'économie camerounaise a reposé sur les matières premières, comme beaucoup de pays africains. Et ces matières premières, on le sait depuis maintenant 3 ou 4 ans, sont en pente descendante. Et puis, ce qui a handicapé la majeure partie des pays africains, surtout les pays de cette zone, de la CEMAC. Mais le Cameroun, avec ses 24 millions d'habitants et puis son territoire vaste et puis avec ses potentialités, quand même, a une carte à jouer. Cette carte, parce que c'est l'État le plus puissant de la CEMAC, et puis c'est elle qui dicte généralement les règles. Donc elle a quand même montré qu'elle avait des ressources. Et ces ressources, il faudra les exploiter parce que effectivement, ça a handicapé un peu justement l'économie camerounaise, mais avec ces décaissements, on a vu qu'il y a eu une amélioration de 11%
d'augmentation. Donc il faudra se dire qu'ils peuvent mieux faire. Parce qu'il y a la corruption aussi qui joue un rôle non négligeable. Au Cameroun, hein, c'est Transparency International qui le dit et puis d'autres organismes. La corruption joue un rôle néfaste, par exemple, pour le développement des infrastructures. Effectivement, maintenant, avec justement cette petite embellie, le Cameroun est en train d'investir massivement dans des infrastructures lourdes. Par exemple, comme les autoroutes, les moyens de communication et puis effectivement dans les hôpitaux et dans les ports. Et ça, c'est quelque chose de non négligeable parce que c'est ça qui va faire que le Cameroun va émerger. Donc, il faudra encourager justement les décideurs camerounais à aller de l'avant pour que justement la population puisse en profiter parce que s'il n'y a pas de route, le commerce ne pourra pas se faire convenablement. Et ça, c'est handicapant pour l'économie camerounaise. Daouda Tall. Oui, je crois que ça part aussi d'une volonté politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 semaines, on avait évoqué la question des budgets. Et moi, ce que je disais, c'est qu'il faut de l'investissement public. Vous savez, un budget, vous pouvez le répartir en plusieurs éléments. Il y a le budget de fonctionnement de l'État qui va payer les salaires des fonctionnaires. Je crois qu'on avait parlé du Tchad sur la grève. Vous avez les charges des ministères, de la présidence, etc. Ça vient du budget du fonctionnement. Vous avez la part du budget qui est affectée à l'investissement public. Puis vous avez les emprunts, ce qui sert à rembourser la dette, etc. Et je crois que c'est important de réserver, c'est un bon signe que les investissements publics augmentent, parce que ça veut dire que l'État investit. Donc c'est l'investissement qui crée de la valeur, c'est l'investissement qui crée des emplois, parce que ces autoroutes, les hôpitaux, etc., il va y avoir des Camerounais qui vont y travailler. Des retombées directes. Exactement, avec des entreprises camerounaise. Donc c'est l'investissement national, peut-être public, peut-être privé. Là, c'est de l'investissement national public. Après, il y a l'investissement direct étranger qui est aussi important, mais souvent véhiculé par des entreprises étrangères. Donc là, je crois que cette volonté politique, elle est à saluer, même s'il ne faut pas négliger la part du budget de fonctionnement, parce qu'il faut payer des enseignants, etc. Mais je crois que les États doivent davantage, et c'est pareil pour tous les pays africains, miser sur l'investissement public pour créer de la valeur et booster les emplois. L'autre bénéfice, c'est qu'il y a un développement socio-économique parce que ça concerne des infrastructures, de santé, de routes, etc. Donc c'est tout bénéfique. C'est un bon exemple pour moi. Une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.